Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Vincent Kickbane. Bonjour. Bonjour Charlie. Tu es cofondateur et PDG donc, du groupe l'European Digital Group, je demande EDG. Exactement. Voilà, ce sera plus rapide. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors on va commencer par la séquence David rencontre Goliath, où là tu vas faire face à une start-up et on va parler un petit peu de vos sujets communs. Ensuite ce sera l'interview en coulisses où on va vraiment revenir sur toute ta carrière de dirigeant parce qu'il n'y a pas eu que EDG. Et on terminera avec l'interview chrono qui est là une petite série de questions-réponses assez rapides. Parfait. Merci encore d'avoir accepté l'invitation dans Smart Boss. Puis on va passer tout de suite à l'interview David rencontre Goliath. Et donc la start-up qui te fait face, c'est Talk Spirit et je suis ravie d'accueillir son PDG, cofondateur, Philippe Pinault. Bonjour. Bonjour Vincent. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors Talk Spirit édite en fait des solutions de communication en entreprise collaborative. Alors évidemment, tu n'es pas le seul sur le marché. Il y a à la fois pas mal de startups, on en a en France, et il y a aussi évidemment les gros de la tech. Donc, je pense à Microsoft, Google. Alors, qu'est-ce que vous avez en plus et quoi ce que vous pouvez apporter? Effectivement, nous nous définissons comme une plateforme qui vient soutenir de nouvelles pratiques de travail, qui vient soutenir l'agilité d'une manière générale, pour des organisations en particulier qui mettent vraiment au cœur de leur mission ce qu'est leur raison d'être, ce qu'est leur purpose, et qui recherchent en fait à développer une plateforme, c'est-à-dire une entreprise qui adresse en fait des cultures, de la transparence, de la collaboration, de l'innovation, qui valorise la diversité et l'inclusion, et qui vont rechercher en fait dans les pratiques de travail effectivement beaucoup plus de fluidité, d'efficience, mais également, et c'est une innovation majeure dans notre suite, qui mettent en œuvre de nouvelles gouvernances d'organisation, c'est-à-dire une sorte de leadership distribué, et qui permet vraiment de développer beaucoup plus l'ownership et faire de leur organisation en fait une vraie plateforme d'intelligence collective. C'est plutôt des petites boîtes moyennes? Ce sont des petites, des grandes entreprises. C'est aujourd'hui plus de 1000 clients, 50% de l'activité en Europe. Et donc des entreprises qui veulent réellement se réinventer ou en tout cas se transformer, accompagner des transformations dans un monde de plus en plus complexe et qui suppose une très grande agilité et résilience de l'ensemble des équipes. Vincent, est-ce que tu connaissais Talk Spirit? Oui, je connais très bien Talk Spirit. C'est quand même une société qui est assez connue dans le milieu. Et c'est vrai que là, on est dans la séquence David contre Goliath, mais il pourrait aussi être Goliath, parce que c'est quand même une super société. Plus de 1000 clients, ils sont présents dans toute l'Europe. Ouais, pour moi, c'est définir ça comme un réseau social d'entreprise. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que tu es face à des mastodontes du secteur. Face à Facebook, face aux GAFAM. Et c'est vrai que j'ai toujours de l'admiration pour les entrepreneurs qui n'hésitent pas à aller combattre les GAFAM. C'est vrai que nous, chez European Digital Group, on travaille avec eux. On vend souvent leurs solutions. Mais j'ai jamais osé, moi, lancer une offre ou un produit qui soit vraiment frontal aux GAFAM. C'est vrai qu'ils ont une telle puissance de frappe que la première question qu'on se pose, c'est de se dire comment tu fais face à de tels mastodontes pour venir les concurrencer. En fait, pour la petite histoire, Talk Spirit est né en 2008, bien avant la plupart des grands réseaux sociaux d'entreprise. Et donc, je ne vais pas dire qu'on les a inspirés, mais néanmoins, nous avons une longue présence sur le marché. Je pense qu'aujourd'hui, nos clients apprécient aussi la proximité des partenaires qui les accompagnent dans ces transformations qui sont complexes. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une technologie. La technologie, en fait, c'est simplement un potentiel. L'accompagnement, en fait, de ces entreprises sur des enjeux qui sont réellement complexes, c'est aujourd'hui un des atouts des entreprises européennes. Il y a évidemment les questions de souveraineté qui se pose aussi de plus en plus, et une réflexion autour de la protection de la donnée et qui est vraiment très présente. On peut le voir aujourd'hui en Europe. Je rentre de Suisse et aujourd'hui en Suisse, qui n'appartient pas à l'Europe, en fait, la question de la protection des données les préoccupe très sérieusement. Donc malgré en fait l'importance effectivement de ces acteurs, il y a un très très beau terrain de jeu pour exprimer entreprise souverain et un réseau d'associations d'entreprises. Voilà. J'allais dire, est-ce que ça c'est quelque chose que toi qui te pousse après de dire je vais privilégier une solution souveraine, ou c'est pas vraiment un sujet, tu me dis attends, moi je veux juste quelque chose qui soit performant et pas cher? À compétences et efficacité équivalentes, oui. Après, s'il y a une grosse différence entre l'outil américain et l'outil français, dans ce cas, je vais moins privilégier l'outil français, mais j'ai l'impression que dans ton cas, avec votre succès, c'est que vous devez avoir un produit de qualité. Mais c'est là où je pense que les questions autour de l'impact, des valeurs,
rentrent en ligne de compte et ce sont souvent peut-être des sujets qui ne sont pas encore assez présents sur la table des dirigeants, qui ne mettent pas encore, je pense, au bon niveau les questions autour de leur raison d'être, de leur purpose, et qui devraient, à mon sens, orienter davantage l'ensemble des stratégies d'entreprise et donc les plans d'action, les choix, y compris les choix d'outils. Et aujourd'hui, effectivement, on reste dans un modèle d'entreprise qui reste essentiellement for profit. Je pense, ma conviction, c'est que nous allons aller vers des entreprises plutôt for purpose, et que ces questions-là, elles vont devenir de plus en plus présentes dans les décisions finalement et dans les réflexions de dirigeants. Si je reprends son mot, toi, vous avez un purpose, un objectif, une mission? Énormément de missions chez EDG. Et beaucoup de valeurs. Il y a un grand partage de la valeur. Chez EDG, on a plus de 200 actionnaires, salariés. Le partage de la valeur, ça fait partie de nos valeurs. Après, je peux vous en citer plein. On fait très attention à ce qui est beaucoup de femmes dans le top 100 et donc dans le top 30 des plus gros salaires. C'est quelque chose qu'on monitore. Il y a énormément d'actions RSE aussi qu'on met en place. Parler du partage de la valeur, j'ai vu que toi, tu étais un adepte de l'entreprise libérée. Alors, ce qu'on trouve comme définition, une organisation dans laquelle les salariés sont totalement libres, responsables dans les actions qu'ils jugent bon d'entreprendre. Pourquoi Je vais me permettre de reprendre un tout petit peu la définition pour plutôt employer le terme d'entreprise libérante, c'est-à-dire qui donne des capacités, qui permet d'activer des potentiels dans des organisations où aujourd'hui la structure hiérarchique managériale est quand même assez limitante dans, je dirais, ce qu'elle permet de faire au niveau prise d'initiative, ownership, leadership. On est en 2024, mais la très grande majorité des entreprises fonctionnent encore avec un organigramme hiérarchique qui est celui du siècle dernier. Et aujourd'hui, c'est ça en fait la préoccupation d'un dirigeant, parce qu'il ressent cette complexité, c'est comment libérer cette énergie, cette intelligence, ce potentiel, ces talents, leur donner le cadre de travail qui leur permet d'avoir le maximum d'impact, de sens également dans ce que font, dans ce qu'ils font au quotidien. Et l'entreprise libérée, on va dire, et l'ensemble de de cette thématique d'entreprise qui repensent leur modèle pour activer tout ça. C'est un modèle qui t'intéresse, sur lequel vous tendez qui m'intéresse, c'est vrai qu'on n'a pas mis ça encore en place. Nous, la gouvernance, elle est très simple. Nous, chez European Digital Group, je vais vous partager notre secret. Il n'y a qu'un seul patron chez EDG, et je suis très très clair avec ça, et c'est le client. Et donc, du coup, on fait tout pour le client. Donc, c'est comme ça qu'on est organisé. Très client-centrique. Et est-ce qu'il n'y a quand même pas un peu des limites à ce modèle? Est-ce que plus on grossit, à un moment, ça ne marche pas, en fait? Mais en fait, si vous regardez la nature et toute cette thématique qu'on appelle le biomimétisme, la nature aujourd'hui traite des sujets extrêmement complexes sur les mêmes mécaniques qui sont celles que l'on retrouve derrière ces pionniers, ou ces thématiques de l'entreprise libérée. C'est-à-dire comment aller vers des logiques de self-management, d'autoréparation, de travail en collaboration au niveau d'un écosystème. Et donc, à chaque fois qu'il est question de la complexité, j'aime bien retrouver cette image parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce qui nous entoure qui sont de véritables sources d'inspiration pour des dirigeants. Merci beaucoup Philippe d'être venu faire face à Vincent. Et bien, on va pouvoir passer à la séquence en coulisses. Alors, tu as commencé ta carrière comme avocat d'affaires, mais tu as rapidement cessé cette activité. Qu'est-ce qui t'a déplu exactement? J'étais vraiment pas épanoui en tant qu'avocat d'affaires. Je travaillais pour un gros cabinet américain. J'étais jeune et je me suis rapidement rendu compte que ça me correspondait pas, que c'était pas fait pour moi, que j'aimais pas. Je travaille toujours énormément aujourd'hui, mais on travaille aussi énormément quand on est avocat, avec beaucoup de pression. Et en fait, je me suis dit, il faut vite arrêter, parce que si tu continues trop longtemps, tu vas être, je vois pas mal d'anciens confrères qui sont dans cette situation, tu vas être dans une prison dorée, tu pourras plus après revenir en arrière. Donc il dit, prends cette décision, elle est un peu risquée, mais si tu n'es pas épanoui, tu n'es pas heureux, quitte tout de suite et tu le regretteras pas. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai quitté. Pour lancer une première entreprise. Oui, et puis j'ai vu que là, tout le monde t'a découragé, tout ton entourage t'a dit de ne pas y aller, mais alors donc, pourquoi tu as été? Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, parce que j'avais fait quand même beaucoup d'études, j'avais fait droit, école de commerce, j'avais étudié aux États-Unis, donc j'avais beaucoup investi sur mes études pour abandonner le métier pour lequel j'avais prêté serment, tout ça. Et donc c'était un choix très difficile, mais j'étais sûr de mon coup, je me suis dit, en tout cas, peut-être que je gagnerais moins, parce qu'on gagne bien quand on est avocat d'affaires. Je me suis dit peut-être que je gagnerais moins, mais en tout cas, je serais heureux. Donc, je quitte tout pour un truc plus risqué.
Et tout le monde, effectivement, beaucoup de personnes m'ont dit t'es fou, t'as fait tellement d'études, tu gagnes très bien ta vie, t'es avocat d'affaires, c'est le rêve de beaucoup de monde d'être avocat d'affaires. Tu devrais pas tout quitter pour un projet aussi risqué. Et donc, je les écoute pas et je quitte tout et je monte le projet risqué. Et là où ils n'avaient pas tort, c'est que le premier projet, je me suis planté, donc il n'a pas du tout fonctionné. C'était le projet Talent Zapping. Ouais, c'était une Star Academy en ligne, un site de découverte et de promotion de nouveaux talents artistiques. Okay. C'était des humoristes qui se défiaient en battle en postant leurs vidéos sur ma plateforme et les internautes les départageaient en misant des points virtuels qui étaient ensuite convertibles en cadeaux. Donc c'est vraiment une gamification de... On était en 2007 quand même. On était en 2007, Facebook n'était pas sorti ou était en train de sortir. C'était vraiment un peu... j'étais pas très bon sur le time to market, ni même sur l'expérience et l'exécution. Et donc, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans de travail acharné, je me suis planté. J'étais ruiné. Vraiment, ouais, c'était très compliqué. Et tout me disait, on t'avait dit et tout. Donc, c'était vraiment, c'était pas ma meilleure période de ma vie. Et à ce moment-là, j'ai rencontré donc, ma fiancée qui est devenue ma femme. Et je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je redeviens avocat? Peut-être qu'ils avaient raison. Ou est-ce que je retente une deuxième fois, un deuxième pari fou? Et elle m'a conseillé de retenter. Elle m'a dit, tu n'étais vraiment pas épanoui en tant qu'avocat, donc retente. Et moi, je n'avais pas de fortune personnelle. Je ne pouvais pas me permettre non plus d'échouer 10 fois. Et donc, j'ai retenté. Et là, ça a été un énorme succès. Puisque, Et tu penses que d'ailleurs, cet échec, ça t'a justement permis de rebondir plus vite, d'être plus humble peut-être? Oui, bien sûr. Je pense que moi, j'ai pour habitude de dire que pour moi, l'échec, c'est un peu l'impôt à payer avant de réussir. Et que dans mon cas, si je n'avais pas eu cet échec, j'aurais jamais eu la réussite d'après. Parce que ça m'a tellement traumatisé, ça m'a donné beaucoup d'énergie, une rage de réussir. Là, j'avais vraiment... L'échec faisait plus partie des possibilités sur la deuxième boîte. Et c'est là où j'ai vraiment travaillé jour et jour. Je crois que sur Ametix, donc cette société de conseil que j'avais créée en 2011, les 3 premières années, je n'avais pas pris un jour de congé. Je travaillais vraiment jour et nuit pendant 3 ans. Et là, pour le coup, on est passé avec mes associés de 0 à 500 personnes en 4 ans. Et tu as choisi justement le côté cabinet de conseil parce que c'est aussi peut-être, entre guillemets, moins risqué, tu es sur un business model. Exactement. En fait, pour moi, dans l'entrepreneuriat, il y a 2 types d'entrepreneurs. Il y a les chercheurs d'or et les vendeurs de pelles. Et donc moi, je suis allé chercher l'or, et j'ai pas trouvé d'ailleurs. Et après, je me suis dit, bon, on va se mettre dans la vente de pelles, c'est peut-être plus simple. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans le service. Et j'invite d'ailleurs les entrepreneurs à se lancer dans le service. Le service B2B, c'est un marché en France de 120 milliards. C'est un marché exceptionnel, avec beaucoup d'opportunités, qui demandent peu de capitaux pour se lancer, et on peut très rapidement se payer très correctement dans le service. On n'a pas besoin forcément de lever de fonds, et on peut accélérer, et on peut avoir des croissances, des hyper-croissances qui sont très similaires à celles des logiciels SaaS ou des startups. Par contre, je trouve que d'un point de vue médiatique, les messages qu'on veut passer, on met beaucoup plus en avant les start-upers, le French Tech 120, les Next 40 ou voilà, les licornes, plutôt que nous, les entrepreneurs du service, alors qu'il y a très très beau succès dans le service aussi. Voilà. Et alors, je suis le défenseur des entrepreneurs du service. Voilà, dans les autofinancés, tu as bien fait de le rappeler. Et là, tu as revendu donc Ametix au bout de 6 ans au groupe La Poste. Docapost, la filiale digitale du groupe La Poste. Et pourquoi? C'était une opportunité? Tu ne voulais pas passer à autre chose, un nouveau challenge? Alors, pour tout te dire, moi, je n'étais pas spécialement vendeur, mais avec mes associés, on a arbitré, on a décidé de vendre. Donc, on a vendu. J'ai adoré l'expérience postale. Donc, je suis resté après, je fais un earn-out de 3 ans au sein du groupe La Poste, chez Docapost. Et là, c'était vraiment exceptionnel parce que ça m'a permis de comprendre comment fonctionnait un grand groupe, comment fonctionnait aussi une énorme ETI, parce que cette filiale Docapost était 7000 personnes, une des plus grosses ESN françaises. Et donc, j'ai appris tellement aux côtés des dirigeants. Je me suis fait un super réseau au sein du groupe La Poste, beaucoup d'amis. Et donc, je regrette vraiment pas de l'intégration. C'est très très bien passé. On a triplé de taille pendant les 3 ans au sein du groupe La Poste. Et je trouve que c'est un groupe formidable qui a su se transformer. Juste en une seconde, mais La Poste, c'était un business qui faisait 70% de son activité sur le courrier, qui est en baisse de 6 à 8% par an, donc sur un business qui ne va faire que décroître. Et ils ont réussi à se repositionner. Maintenant, c'est 70% autre que le courrier La Poste, leur business. C'est
services de proximité. Et donc, quand on voit sur une boîte de 26 milliards comment ils ont réussi à se transformer, c'est exceptionnel. Oui, beaucoup de choses d'Ocapos aussi dans la santé, Exactement, des choses en éducation aussi. Et donc, non, et j'ai adoré travailler avec Olivier Vallet et toutes ses équipes, c'était vraiment exceptionnel. Et alors après, tu crées donc plus tard, à la fin des années 2010, l'European Digital Group. C'est 2019. Oui, fin de 2019. Donc avec le fonds français Montefiore, pourquoi s'associer comme ça à un fonds pareil, pas trop prendre de risques Non, alors pour la petite histoire, Montefiore en fait voulait racheter Ametix, la société que j'ai vendue à Docapos, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Finalement, ils étaient en finale, mais on a vendu à la Poste. Et je suis resté en relation avec eux. Et à l'issue de mon earn-out, je suis allé déjeuner avec Eric Bismuth, le fondateur de Montefiore. Et je lui ai dit, bon, je suis content, j'adore le groupe La Poste, tout se passe bien, mais on aurait pu faire plus gros, on aurait pu continuer, on a peut-être vendu un peu trop tôt, l'aventure était exceptionnelle, ça. Ce à quoi il m'a répondu, si tu es prêt à réinvestir une grosse partie des proceeds de ta vente, je suis OK pour qu'on monte ensemble un groupe plus gros, effectivement. Comme là, mon ambition a été plus grande sur European Digital Group, j'avais besoin quand même de capitaux de départ, et c'est la raison pour laquelle j'ai préféré m'associer dès le début, de créer from scratch un groupe avec un fonds de private equity. Et ce qui est exceptionnel pour Montefiore, c'est que c'est un fonds qui gère aujourd'hui plus de 5 milliards, et ils n'ont pas du tout l'habitude de faire du seed ou de créer des boîtes de zéro. Je crois que c'était la première fois ou une des premières fois qu'ils disaient, et vraiment je remercie encore pour sa confiance, mais je pense qu'ils sont contents parce qu'on a eu un très très beau succès après. Alors là, la stratégie, c'est de faire des acquisitions, ce qu'on appelle le build-up. Voilà, tu en as fait... C'est créer un groupe. Effectivement, on a quand même 50% de notre croissance qui est de l'organique. On a fait 27% de croissance organique en moyenne et 50% effectivement du M&A avec l'acquisition. Donc, European Digital Group, c'est un groupe qui est composé d'ultra spécialistes dans tous les leviers de l'accélération digitale afin d'avoir une offre end-to-end, une offre globale et d'accompagner nos clients dans toutes leurs problématiques d'accélération digitale, transformation digitale et de transformation AI. Et est-ce que dans toutes les boîtes que tu as pu intégrer quand même, est-ce qu'il y en a où ça a été très compliqué ou pas? Même si j'imagine maintenant tu as un petit playbook. Mais... Je pense qu'on a eu beaucoup de chance, et donc je touche du bois, mais non, il n'y a pas eu de mauvaise intégration. Aujourd'hui, ça se passe bien avec tous les entrepreneurs qui nous ont rejoints et qui restent actionnaires. Donc j'ai beaucoup d'associés chez EDG. Et ma grande fierté, c'est que là, on a refait un LBO. Il y a un autre fonds qui a rejoint European Digital Group, donc c'est Latour Capital, qui est rentré avec Montefiore qui a réinvesti à nos côtés. Et à ce moment-là, il y a 40 entrepreneurs chez EDG et on leur a posé la question, souhaitez-vous réinvestir à nos côtés et rester sur les 3, 4, 5 prochaines années ou est-ce que vous souhaitez sortir? Et ma grande fierté, c'est que 100% des entrepreneurs ont réinvesti à nos côtés. Et donc du coup, ça veut dire qu'ils se sentent bien et qu'ils croient beaucoup dans le projet. Ça fait que tu as un board, un conseil d'administration, 40 personnes? Non, il y a un COMEX de 8 personnes parce qu'ils sont représentés par des membres du COMEX. D'accord. Et alors, toutes les boîtes sont un peu autonomes. C'est un peu comme la famille LVMH aussi. C'est plein de... C'est le LVMH du digital. Du digital. Et est-ce que c'est pas compliqué de créer une culture un peu commune quand on a autant de boîtes Alors, différentes? moi, ma philosophie, c'est d'intégrer les sociétés quand même. Elles sont très intégrées, mais sans les désintégrer. Donc ça, c'est très important. Il y a énormément de services transverses. Les synergies fonctionnent extrêmement bien. Aujourd'hui, on a un portefeuille de 1800 clients et on a plus de 50% du portefeuille client qui travaille avec au moins 4 filiales de EDG. Après, qu'est-ce qui fait que toutes ces synergies fonctionnent bien et qu'on travaille tous bien ensemble? Déjà, on est tous actionnaires les uns des autres. Les entrepreneurs, ils sont tous actionnaires d'EDG en plus d'être actionnaires de leurs filiales, ce qui fait qu'ils ont intérêt à travailler ensemble. Donc ça, c'est la première raison. Et ensuite, on a monté au headquarter, donc au siège, une force commerciale très puissante qui vend les services de toutes les filiales et qui vend les offres groupes. Et c'est ce qui fait que voilà, les sociétés fonctionnent très bien ensemble. Puis après, on a beaucoup de services qui sont au central, donc la finance, le marketing, le M&A, et donc on accompagne toutes les filiales dans leur stratégie de build-up. Parce que EDG rachète des expertises manquantes, et ensuite toutes les filiales vont elles aussi faire des rachats, et on les accompagne, c'est notre département M&A qui les accompagne pour se développer. Alors, il y a plus de 2500 salariés maintenant, oui. tout le groupe. Et alors, 200, tu disais 200 salariés qui sont actionnaires? Oui, c'est ça, parce qu'à chaque fois qu'on rachète une société, donc on garde les actionnaires existants qui restent avec nous, on s'associe avec eux.
Et on ouvre le capital aux salariés. Et pourquoi pas aller aux 2500? Il faut déjà que les personnes aient envie, parce que parfois on leur demande d'investir un petit peu, ou, il faut qu'ils aient envie. Et après, il faut que ça reste quand même, méritocratique. C'est si un salarié le mérite et en a envie, on lui propose de devenir associé. Il ne faut pas que ce soit automatique, sinon c'est trop facile. Ça dépend. Il y a des boîtes qui donnent des actions gratuites. C'est voilà, chacun son style. Et est-ce qu'aujourd'hui tu gères encore, tu fais beaucoup de management, et c'est quoi un peu aussi ton style de management, puisque maintenant tu es un peu tout en haut? Ouais, je fais beaucoup. Moi, je suis un dirigeant très opérationnel. Je suis pas le président qui a juste la vision. Je mets vraiment les mains dans le cambouis. Donc moi, je vais faire beaucoup de commercial. Je vais aller voir les clients. Je vais beaucoup repérer de nouvelles sociétés à racheter. Donc je vais aller voir et convaincre les dirigeants. Je vais suivre tous les deals existants, faire le marketing, je travaille avec l'équipe marketing, l'équipe com. Après, sur la notion de management, je pense que c'est important d'avoir un style de management qui est conforme à sa personnalité. Si on est quelqu'un de très dur, on peut avoir un management un peu autoritaire. Moi, c'est pas mon cas. Moi, mon management, je pense que si on demandait à mes collaborateurs, ils diraient que je suis ultra exigeant. Donc, je veux vraiment que du 19 sur 20. Mais je pense être très bienveillant aussi. C'est-à-dire, je vais tout faire pour toujours aider les collaborateurs. Je pense que je suis un manager très bienveillant, mais très, très exigeant. J'ai lu dans une interview que les réunions chez vous, c'est maximum 30 minutes, pas plus de 5 personnes en même temps. Est-ce que toi, tu en fais beaucoup des réunions ? Ouais, en fait, ce que j'ai observé dans certains grands groupes, chez certains clients, ce qu'on appelle la réunionite aiguë. Et c'est pourquoi moi, j'avais mis sur mon ancien bureau une affiche où il y avait écrit « Less meeting, more doing ». Donc c'est vrai que moi, je ne suis pas un fan de faire trop de réunions et des réunions trop longues. Et après, il y a le concept de pizza team. Quand autour d'une table, 2 pizzas ne suffisent pas à nourrir toute la table, c'est qu'on est trop sur cette réunion. Donc du coup, il faut soit avoir des équipes, des gens qui ne mangent pas beaucoup, soit moins de monde. Alors dans un portrait aussi qui t'a été consacré, tu dis que le succès de DG a été encore plus important qu'Ametix, car en plus de 4 ans, vous avez dépassé les plus de 2000 collaborateurs. Est-ce que pour toi, le succès, ça se définit en fonction de la taille de la boîte et de son chiffre d'affaires seulement ? Non, pas du tout. Non, je pense que c'est d'avoir embarqué autant de personnes, d'avoir associé autant de personnes au projet. Ça, c'est ma plus grande fierté. Et c'est la satisfaction des clients. On a quand même la raison de l'explication de la croissance de DG, c'est la satisfaction des clients. Donc nous, moi, c'est mon obsession. Moi, ce qui peut faire que je vais mal dormir un soir, c'est si un client est mécontent d'une prestation qu'on a pu lui délivrer. Et donc, non, le succès dans une boîte de service, ça se mesure sur la satisfaction du client et sur comment on l'a accompagné. Ça, tu le transmets comment à tous les nouveaux collaborateurs qui arrivent? Déjà, il faut écouter le client. Non, mais il y a plein. Alors, à chaque fois, sur chaque problématique, c'est les humains, les process et les outils. Il faut avoir des outils pour permettre aussi de bien détecter les situations ou l'insatisfaction du client. Il faut mettre en place des process pour que, justement, il soit toujours ravi et s'entourer des bonnes personnes. Non, je pense que c'est pas du tout le chiffre d'affaires, l'EBITDA ou le nombre de salariés, mais c'est l'aventure qu'on vit qui est passionnante. C'est le fait de se lever le matin et de se dire je suis super heureux d'aller au bureau. Non, c'est parce que si c'était que les perspectives financières qui m'intéressaient, je serais resté avocat parce que j'étais bien parti et justement j'ai tout quitté pour faire un truc plus fun. Donc si c'est pas fun, je suis capable de partir. Alors tu fais aussi autre chose de fun, c'est tu es sur YouTube, tu as lancé il y a un petit moment le Tech Show, donc tu reçois notamment des entrepreneurs, mais aussi j'ai vu des politiques. En fait, tu voulais être journaliste ou pas? Non, moi je voulais être comédien de théâtre, ça aurait été mon rêve. Mais après, voilà, c'est pour ça peut-être que j'ai fait avocat, parce que c'était le métier qui se rapprochait le plus avec la plaidoirie. Ouais, c'est vrai que le Tech Show, je m'éclate à le faire, c'est vraiment génial. Donc je rencontre plein de personnalités exceptionnelles. Après, non, journaliste, je pense pas avoir les compétences, mais je serais bien moins fort que toi. Mais en tout cas, le Tech Show est exceptionnel, j'adore. Et tu fais aussi ces contenus-là, tu fais aussi beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Moi, je te vois surtout LinkedIn, mais je crois que tu as aussi peut-être TikTok. Ouais, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux. Et alors, c'est quoi? C'est pour incarner un peu EDG, parce que c'est tellement un grand groupe, tu te dis, il y a besoin qu'on voit qui je suis. Déjà, moi, j'adore les réseaux sociaux, je suis passionné. Ensuite, on essaye de faire passer le message à nos clients qu'on est
est excellent en social media, qu'on maîtrise bien tous les leviers du digital, il faut montrer l'exemple et leur dire, regardez, je suis top voice LinkedIn, donc on peut vous accompagner pour vous aussi le devenir. Et après, c'est vrai que nous, on est en concurrence, on est face à des mastodontes du secteur, toutes les Big Five, on est certes sur un gros marché, mais il y a une grosse partie de ce marché qui est chez les Big Five. Et donc, nous, on est des challengers. On est un peu le trublion. Et donc, pour ça, il faut se faire connaître. Et les réseaux sociaux, LinkedIn, c'est un bon moyen de se faire connaître des dirigeants. Donc, moi, mon objectif est très simple et il est assumé. C'est que tous les clients me connaissent et que quand je les contacte, ils acceptent de me recevoir. C'est tout. Et tu fais tout toi-même? Ou tu as quelqu'un qui s'occupe de ça? Et puis, combien de temps ça te prend Alors, il se trouve que au sein d'European Digital Group, on a une filiale qui s'appelle Aura et qui est spéciale. C'est une filiale de notre société Follow, du groupe Follow. Et au sein d'Aura, donc c'est cette société qui a été cofondée par Alexis Tolem. Ce que je disais, c'est qu'on a racheté des boîtes qui elles-mêmes ont racheté des boîtes, mais on a aussi créé des boîtes de zéro. Et ça, c'est une boîte qu'on a créée avec un entrepreneur. Elle est spécialisée dans le conseil en personal branding pour les dirigeants. Et donc, elle ne fait pas du ghostwriting dans le sens où ce n'est pas eux qui vont écrire mes posts, mais elle fait du conseil en personal branding où elle va m'accompagner, où on va faire des small talk, on va échanger et on va co-construire, co-écrire ensemble une stratégie social media. Alors, à quelle fréquence un peu tu communiques sur tous tes réseaux? Ouais, je pense que je fais un post, peut-être 3 à 4 posts par semaine. Sur LinkedIn, le Tech Show c'est tous les mois, TikTok ça va être tous les 2 jours, on va poster une vidéo, pareil pour Insta. Donc voilà, on est assez présent. Beaucoup de choses. Bon, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. On continuera à te suivre, en tout cas sur les réseaux. Et je sais que tu mets aussi beaucoup en avant les femmes entrepreneurs. Donc, c'est une chouette initiative. C'est une petite idée que je t'ai empruntée. Oui, mais bon, quand même, tu n'étais pas obligé de ne pas faire. Donc, c'est très sympa. Et puis, on va pouvoir passer maintenant à la séquence l'interview chrono. Qui sera ton prochain invité du Tech Show? Alors, le prochain invité du Tech Show, puisqu'il a déjà été tourné et qui va sortir bientôt, c'est Jean-Pierre Nadir, donc le patron de Easy Voyage, le fondateur d'Easy Voyage, mais également il est dans le jury de Qui veut être mon associé. Ça a été un super invité. Il est exceptionnel, donc il faut le suivre. Mais c'est ce qu'on appelle un bon client. Un excellent client. Donc tu préfères LinkedIn, Instagram ou TikTok? LinkedIn, clairement, c'est mon réseau social. Est-ce que tu peux me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française qui t'inspire? Alors je pense que je peux t'en citer 50, mais je vais citer Fanny Pechioda, la fondatrice de My Little Paris, et maintenant elle a monté plein d'autres boîtes, Seasonly et plein d'autres sociétés. Moi, je suis cette entrepreneuse depuis ses tout débuts, parce qu'on était ensemble dans un petit club qui s'appelle Paris Entreprendre. Et je me rappelle, une fois, elle est arrivée dans le club comme ça, elle était hyper contente parce qu'elle nous racontait que ça y est, elle avait 100 abonnés à sa newsletter My Little Paris. Et voilà, et c'est fou, son aventure. Après, tout le monde connaît la success story. Et ce qui est dingue après, c'est que quand ça a grossi, elle nous racontait, mais parfois, je parle d'un restaurant dans ma newsletter, et tout d'un coup, c'est pas pendant une semaine que ça se passe bien, c'est après pendant 2 ans, ils sont complets. Et donc, de voir ce qu'elle avait réussi à faire, c'était vraiment passionnant. Et elle est exceptionnelle dans sa vision, dans son exécution. Et tout à l'heure, quand je vous disais que chez European Digital Group, on est obsédé par le client. Et en fait, je pense que mon analyse de son succès, c'est qu'elle connaissait sa cible par cœur. Ça veut dire qu'elle savait exactement ce qu'attendaient ses clientes. Et c'est ça qui a fait son succès. Tes dernières vacances? Mes dernières vacances, c'était au ski, donc avec ma famille. Voilà. Et l'application que tu utilises le plus? Il y a l'application LinkedIn, je ne sais pas si ça compte, mais sinon, là j'utilise l'application Petit Bambou pour la méditation, donc j'aime bien. Et j'utilise, alors là j'ai plusieurs apps que j'utilise en ce moment, j'utilise beaucoup de chess.com, je suis un fou d'échecs, je joue beaucoup aux échecs, donc toujours entre 2 rendez-vous, je peux faire un petit blitz, ça m'arrive de jouer. Et là j'ai une nouvelle appli que j'utilise, c'est Mémorable, c'est Le Monde qui a sorti cette appli, et donc ça te fait tous les jours 15 minutes un petit cours de culture générale. Voilà, comme ça, un peu pour se changer les idées. Plein de sujets. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir répondu à toutes les questions et d'être venu sur Smart Boss. Et moi, je vous dis, rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.